Merci. Pour ma part, j'ai pris au mot le thème de ce colloque, le sens de la liberté, et j'ai choisi de l'aborder en m'attardant plus particulièrement aux conceptions juridiques de la liberté, et plus particulièrement encore en faisant ressortir, je crois, l'absence de la culture, de la notion même de culture, dans les réflexions sur le sens de la liberté dans une société multiculturelle. Je pars du principe que le sens sémantique de la liberté est clair pour tous. Dans le Petit Robert, c'est tout simplement l'état de ce qui ne subit pas de contraintes. Le sens sémantique, évidemment, n'est pas nécessairement le sens axiologique, qui réfère davantage à l'usage qu'on fait de la liberté. À quoi sert la liberté et comment doit-on l'exercer pour qu'elle serve justement cette fin précise. Or, pour déterminer ce sens axiologique de la liberté, le sens en valeur de la liberté, les juristes ont une approche de la liberté qui est très différente de celle des philosophes, par exemple. Sans se prononcer sur la nature de la liberté ou sur ses fondements, ce qui est beaucoup trop ambitieux pour un simple juriste, le juriste recherche plutôt comment la liberté est reconnue dans l'organisation politique et sociale. Mais on connaît la tendance des juristes à l'impérialisme. Ils ne se contentent pas d'un rôle descriptif. Dans nos sociétés rationalisées, désenchantées, c'est souvent aux juristes, justement, et notamment aux juges nationaux, qui sont responsables du contrôle de la constitutionnalité des lois, parfois aussi aux juges internationaux, comme on le verra demain, qu'on demande de construire d'autorité, si nécessaire, le sens de la liberté. Cette question du sens de la liberté, elle prend une coloration toute particulière dans le contexte d'une société multiculturelle. Moi aussi, je prends ce terme dans le sens le plus neutre possible, celui d'une société où plusieurs cultures coexistent. Si on est prêt à donner à la culture un sens large, qui recouvre, par exemple, les valeurs, les croyances, les modes de vie, alors il faut convenir du défi que présente le sens de la liberté dans une société où coexistent plusieurs cultures. Ce défi, c'est d'abord celui de concilier l'exercice de la liberté des uns, par hypothèse influencée par une culture donnée, avec la liberté des autres, possiblement influencée par d'autres cultures, tout en prenant acte du danger qu'il y a à formuler la question ainsi, puisque en présumant de l'existence de tensions entre les cultures, on est rapidement mené sur le terrain miné du choc des civilisations. L'autre défi, c'est celui de maintenir face à l'exercice des multiples libertés individuelles et collectives une évanescente et peut-être idyllique cohésion sociale. Comment donc appréhender la liberté d'un point de vue juridique, particulièrement dans un contexte multiculturel? Eh bien, je crois qu'il est important de retracer tout d'abord le ou les sens axiologiques qui sont donnés à la liberté par les juges. Ce sera l'objet de mon premier point. Et je le ferai en prenant pour objet, pour corpus, si on veut, les décisions rendues par la Cour suprême du Canada depuis la constitutionnalisation des droits fondamentaux en 1982. Ce corpus est éloquent parce qu'il illustre comment des choix axiologiques quant au sens de la liberté sont faits, défaits et refaits par la Cour au fil des décisions, et ce, à l'intérieur d'une matrice normative qui, elle, semble être restée la même depuis 20 ans. Le corpus jurisprudentiel m'intéresse pour une autre raison. Il témoigne de l'absence d'une véritable réflexion juridique sur la notion de culture. Et selon moi, ce facteur n'est peut-être pas étranger aux interrogations que soulève actuellement l'exercice de la liberté dans une société justement multiculturelle. Et c'est pourquoi j'aimerais formuler brièvement, dans un deuxième temps, quelques réflexions sur le concept même de droit culturel, dans lequel je vois une façon prometteuse d'appréhender le sens de la liberté dans le contexte de nos sociétés. D'abord, le sens de la liberté en droit positif. Ce n'est pas un cours de droit, mais simplement un relevé des façons dont le droit canadien, en l'occurrence, a appréhendé le sens de la liberté. Ce sens repose ici, au Canada, sur 3 piliers, qui sont d'abord la notion de liberté proprement dite, deuxièmement, la notion de société libre et démocratique qu'on retrouve dans la Constitution canadienne depuis 1982, et troisièmement, l'obligation faite par la même Constitution d'interpréter les droits et libertés d'une manière qui soit compatible avec le multiculturalisme. Quant à la notion de liberté, proprement dite, telle qu'elle est employée dans la Constitution, qui garantit de grandes libertés fondamentales, dont la liberté de religion, mais aussi la liberté d'expression ou d'association,
Dès 1985, la Cour suprême s'est hasardée à donner une définition conceptuelle de la liberté qui se résume à peu de choses. La liberté peut, je cite, la liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. On se rapproche ici du sens du dictionnaire. La Cour précise un peu plus loin que la liberté signifie que sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les mœurs publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience. Et l'idée de la conscience, du jugement individuel est fondamentale dans cette perspective. Non seulement on se rapproche du sens du dictionnaire, mais on se rapproche aussi beaucoup de la perspective libérale classique de la liberté d'expression. Je pense ici à John Stuart Mill, par exemple, au passage de son ouvrage sur la liberté, où il insiste sur l'illégitimité de toute contrainte exercée par la société sur les actions individuelles qui ne touchent pas l'intérêt d'autrui. Le deuxième pilier, c'est la notion de société libre et démocratique, qui est un concept auquel se réfère la Constitution, dans une disposition qui permet de limiter l'exercice des libertés. L'article 1er. Il est intéressant de voir que, presque du même souffle, juste après cette définition abstraite de la liberté qui a été donnée en 1985, la même Cour suprême, l'année suivante, donne à la liberté un sens beaucoup plus orienté sur le plan axiologique, sur le plan des valeurs, dans une autre décision, dans le contexte de cet article 1er, où la Cour définit ce qu'est une société démocratique comme comprenant le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociale, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe, et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. 5 valeurs. Respect de la personne, promotion de la justice sociale et de l'égalité, multiculturalisme, tolérance, participation. C'est cette matrice qui, 22 ans plus tard, continue d'inspirer, en principe, les décisions de la Cour suprême dans la délimitation de la portée des grandes libertés fondamentales. Elle est restée inchangée depuis. Le troisième pilier, c'est l'article 27 de la Constitution qui prévoit que toute interprétation des droits doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien, non seulement le maintien, mais la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. C'est le texte de cet article 27. Dans les faits, ces 3 piliers, y compris la matrice dont je parlais, a donné lieu à une série de décisions depuis 20 ans. Dans les faits, donc, le sens de la liberté a été construit, déconstruit, reconstruit parfois par la Cour suprême au fil de décisions qui vont l'amener à privilégier des interprétations qui se rattachent à des grands paradigmes. Un certain nombre d'auteurs se sont intéressés de près à cette question en cherchant à identifier les grands paradigmes auxquels se réfère la Cour de façon implicite. Bien entendu, il faut souvent lire entre les lignes pour déterminer sur quel paradigme se fonde la Cour. André Lajoie, par exemple, a fait ce genre d'exercice. Ce qui en ressort, quelle que soit la classification qu'on peut faire des décisions dans tel ou tel paradigme, c'est que l'usage des paradigmes est variable suivant les libertés en cause, et il est variable dans le temps aussi. Et on peut, grosso modo, retracer un certain nombre de périodes interprétatives pendant lesquelles, oui, la Cour va privilégier tel ou tel type d'approche, tel ou tel type d'interprétation. Dans ces premières années, par exemple, la Cour a privilégié de façon assez claire un paradigme très libéral au sens classique du terme. Dans une série de décisions rendues en 1987, par exemple, en matière de liberté syndicale, la Cour a donné à la liberté d'association un sens très classique, très libéral, très individualiste au fond, qui reconnaît tous les droits aux individus de s'associer, mais qui ne reconnaît pas aux associations de travailleurs le droit d'être reconnus comme tels et de négocier des conditions de travail. Cette approche libérale a duré pendant un certain nombre d'années, mais elle a été assez vite remplacée dans l'histoire de la Cour par un paradigme social ou égalitaire qui témoigne d'une autre sensibilité. Ce paradigme, il était déjà présent, comme je le disais, dans la matrice de 1986, où la Cour se référait à la justice sociale, entre autres. Et on a vu des traces de ce paradigme égalitaire, social, dans des décisions intéressantes de la Cour sur la liberté d'expression,
où on a interprété la liberté d'expression de façon à tenir compte des intérêts de certains groupes vulnérables, comme les enfants par exemple, qui, selon la Cour, doivent être mis à l'abri de la publicité qui leur est destinée. Dans la possibilité qui a été reconnue à des personnes désirant manifester une opinion de le faire sur la propriété publique. Dans la bénédiction donnée par la Cour à l'interdiction de la propagande haineuse, à l'interdiction de l'obscénité, toujours au nom de la protection soit des groupes vulnérables, soit d'intérêts jugés dignes de protection. Pas plus tard que l'année dernière, la Cour a donné à la liberté d'association un sens tout à fait opposé à celui qu'elle lui avait donné 20 ans plus tôt dans la série de décisions à laquelle je faisais référence, en se fondant sur une conception très sociale, une lecture très sociale de la liberté d'association, qui tient compte de l'importance de l'action syndicale dans les sociétés modernes, informée en plus par les normes du droit international. D'autres paradigmes peuvent être identifiés. André Lajoie a identifié un paradigme néolibéral qui serait apparu dans les années 90, selon elle, en matière de droit pénal, entre autres. Mais je pense qu'il est important de voir que ce paradigme néolibéral, bien réel, je crois, continue de coexister avec le paradigme social auquel je viens de me référer. Dans tout cela, quelle est la place des revendications à caractère identitaire qui sont l'objet de cette séance consacrée à la liberté dans un contexte multiculturel? Eh bien, lorsque les revendications de type identitaire sont présentées à la Cour puise à plus d'un paradigme. Pour ce qui est de la définition de la religion, par exemple, la Cour privilégie assez clairement un paradigme libéral, qui l'a amené, par exemple, à retenir comme critère lui permettant de déterminer si une religion est en cause, le critère de la sincérité subjective du croyant, de la personne qui invoque des croyances religieuses. Est-ce que cette personne est sincèrement convaincue qu'elle doit observer une croyance, une pratique religieuse, quelle que soit la conformité de cette croyance avec un dogme officiel? La sincérité de la personne est le critère, c'est sa conscience individuelle, finalement, qui détermine si nous sommes face ou non à une religion. Mais en même temps, la Cour va puiser aussi à l'occasion dans le paradigme égalitaire. Et c'est ce paradigme égalitaire qui a donné naissance, justement, à l'obligation d'accommodement raisonnable, dont on a beaucoup parlé au Québec depuis 2 ans, et dont on commence à parler même à l'extérieur du Québec, sans toujours bien comprendre de quoi il est question, cependant. On pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais le concept d'accommodement raisonnable a été présenté en France d'une façon qui est en réalité l'inverse du sens qu'il a ici. C'est une parenthèse. Donc, je disais, le droit puise au paradigme égalitaire, ce qui nous donne l'obligation d'accommodement raisonnable. Et ce paradigme égalitaire, il est très présent dans le fait que l'obligation d'accommodement raisonnable, elle est conçue comme devant favoriser, bien sûr, l'égalité, mais aussi la participation des individus dans la société, ce qui revient aux valeurs qui ont été énoncées par la Cour en 1986. Parfois, on peut même entrevoir un autre paradigme qu'on pourrait appeler communautaire ou communautarien, de façon peut-être plus péjorative. Ce paradigme n'ose pas toujours dire son nom, mais il a été, on peut le voir dans certaines décisions de la Cour où celle-ci reconnaît à des institutions à caractère religieux le droit d'exercer des formes d'exclusion qui autrement seraient considérées comme discriminatoires au nom de la liberté religieuse des personnes qui composent cette institution. Bref, c'est dans le cadre de revendications religieuses que notre droit est appelé à se pencher sur le sens de la liberté dans une société multiculturelle. Et on voit ici la prégnance du facteur religieux. Or, si la religion relève indéniablement de la culture, on ne peut pas dire que la culture s'épuise dans le religieux. De sorte que, malgré la référence au multiculturalisme qu'on trouve dans la Constitution, la culture est curieusement la grande absente de cette jurisprudence. Est-ce qu'on peut vraiment dire, dans ce contexte, que le droit a vraiment donné le sens de la liberté dans une société multiculturelle? J'aimerais maintenant, dans un deuxième temps, proposer une idée suivant laquelle le concept de droit culturel pourrait servir de concept intégrateur dans une réflexion encore à faire sur cette question.
Je me réfère ici non pas à la diversité culturelle, mais en fait à la diversité des expressions culturelles, qui est le titre officiel de la Convention dont parlait l'intervenant précédent. Cette convention est très, très utile et très, très, très bonne, mais c'est une convention qui donne des droits aux États, qui ne s'inscrit pas à proprement parler dans la mouvance de ce qu'on appelle ici les droits de la personne. La notion de droit culturel, elle s'inscrit dans cette mouvance, et c'est pourquoi je la retiens ici. Je me situe, bien sûr, non pas sur le plan du droit positif, parce que les droits culturels ne sont pas reconnus ici, au Canada, comme une catégorie de droit dans la Charte canadienne, et uniquement de façon très, très partielle dans la Charte québécoise. Je me situe finalement sur le plan de la réflexion. En droit international, la notion de droit culturel désigne un faisceau de droits qui ont la culture pour objet. C'est une catégorie carrefour où convergent droits civils, politiques, sociaux et, bien entendu, les droits proprement culturels. Je n'ai pas le temps ici de décrire les multiples exigences des droits culturels. Je me contente de souligner qu'ils ont une exigence identitaire, une exigence de participation et une exigence de liberté. Quant à l'exigence identitaire, bien entendu, elle fait appel à la relation entre l'individu et sa ou ses communautés d'appartenance. C'est un progrès selon ceux qui prônent l'approche fondée sur les droits culturels. Philippe Meyerbeer, par exemple, un philosophe suisse, considère qu'il s'agit d'un progrès parce que les droits culturels permettent de tenir compte de ce qu'il appelle l'indivision de la condition humaine. Bref, il permettrait de construire une relation plus harmonieuse, plus dynamique aussi, entre les droits de l'individu et les droits des communautés. Au risque peut-être de rompre l'équilibre, cependant, avec les droits des individus. Je reviendrai plus loin là-dessus au moment de conclure. L'exigence de participation, elle, nous amène sur le terrain du paradigme égalitaire, puisqu'elle impose de tenir compte de la situation particulière de certains groupes vulnérables qui n'ont pas accès à la culture. Dans le droit international, par exemple, l'accès et la participation à la vie culturelle doivent se faire sur la base de l'égalité et de la non-discrimination. Ce qui a amené les instances de l'ONU à proposer que des mesures soient prises pour favoriser l'accès des femmes, l'accès des personnes handicapées, l'accès des personnes en situation de pauvreté à la culture. La nature des politiques requises pour mettre en œuvre ce droit d'accéder à la culture, bien sûr, dépend de la notion même de culture. En gros, il y a des notions, des conceptions plus traditionnelles de la culture, qui se réfèrent à la musique, aux arts, à la littérature, aux sciences, et des conceptions plus sociales ou anthropologiques, qui se réfèrent à la culture telle qu'elle est vécue, même par les groupes qui sont les plus défavorisés. La première conception va nous amener à des politiques culturelles qui vont favoriser la diffusion, la commercialisation des produits culturels, comme on dit, alors que la deuxième va favoriser davantage la participation des citoyens à la vie culturelle, non pas comme consommateurs, mais comme producteurs de culture. Les deux façons de voir les choses, démocratisation de la culture d'une part, démocratie culturelle d'autre part, peuvent évidemment coexister. Et le droit international, bien sûr, ne tranche pas. La haute culture doit être rendue accessible et la culture populaire doit être reconnue et respectée. Revenons au sens de la liberté. L'exigence identitaire dont je parlais tout à l'heure permet de situer les droits culturels dans la perspective de l'être humain situé, l'être humain vivant ici et maintenant. Mais elle comporte des dangers. Le danger principal, c'est celui de voir l'individu faire les frais de cette exigence. Les droits des collectivités finiraient alors par primer ceux des personnes qui les composent, lesquelles deviendraient prisonnières d'une identité première, immuable, à laquelle ils ne pourraient échapper. Ce danger, bien sûr, est particulièrement présent si c'est une vision statique ou une vision patriarcale de la culture qui est mise de l'avant. Alors, face à cette dérive possible, il faut revenir à un principe de base du droit international des droits et libertés. Nul ne peut invoquer une disposition du droit international pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont garantis. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies s'est prononcé de façon assez claire là-dessus dans une observation générale sur l'égalité des hommes et des femmes. Tout d'abord, le comité a rappelé que cette inégalité entre les hommes et les femmes avait des fondements culturels dans les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses, qui expliquent la persistance de l'inégalité des sexes. Et le comité en tire une conclusion
pour les droits culturels, à savoir que ces droits n'autorisent pas un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d'exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés par le pacte. En d'autres termes, les expressions culturelles qui sont incompatibles avec cette égalité sortent du champ de la protection envisagée par le pacte. Ils sortent de la protection des droits culturels. Et là-dessus, le droit international rejoint les limites qui existent en droit interne à l'accommodement raisonnable, lequel ne doit jamais porter atteinte aux droits d'autrui. J'ajoute une dernière remarque sur la portée de cette exigence de liberté propre aux droits culturels. C'est la liberté, bien sûr, la liberté des créateurs, sur laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre, mais aussi la liberté pour l'individu de se réclamer d'une ou de plusieurs appartenances culturelles, et la liberté de modifier ce choix aussi. C'est le sens qui a été retenu d'ailleurs par les auteurs de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, une déclaration qui vise à systématiser le champ des droits culturels pour faire progresser ce concept dans la réflexion. Alors, je conclus sur 3 points. D'abord, la concurrence des paradigmes qui président à la détermination du sens de la liberté dans une société multiculturelle. Je crois que cette concurrence est particulièrement évidente quand on prend connaissance de la façon dont les tribunaux canadiens ont abordé cette liberté, une façon qui peut sembler incohérente dans le temps et suivant la liberté dont il est question. Deuxièmement, les incohérences et les incertitudes, justement, qui découlent de cette concurrence des paradigmes. Et j'ajouterais le discrédit qui est ainsi jeté sur les instruments juridiques, qui apparaissent à tout le moins incohérents et parfois même dangereux, parce que donnant prise, selon certains, à des compromissions sur certaines valeurs fondamentales ou du point de vue de la condition sociale, de la cohésion sociale, pardon. J'ai voulu finalement esquisser devant vous les contours de ce que serait une réflexion sur le sens de la liberté, une réflexion qui serait informée, irriguée par la notion de droit culturel, cet angle mort des droits fondamentaux, qui nous permettrait peut-être d'intégrer tous ces paradigmes dans une relation moins conflictuelle et plus constructive. Je vous remercie.